Salut, c'est Alexis et vous écoutez le 30e épisode du podcast de Contournement. On continue notre série d'interviews de personnes inspirantes avec Ben Issenman, le fondateur de Super Creative. C'est l'ambassadeur officiel de Webflow en France, mais aussi leur tout premier stagiaire, donc vous verrez qu'il a plein de trucs sympas à raconter là-dessus. Depuis, il a fait de nombreuses choses, toujours très créatives et souvent avec du no-code. Il a également théorisé le concept d'hyper-freelance dans un article qui a eu un grand succès, qui a beaucoup tourné dans le milieu. Sans parler de ces templates Notion qui ont atteint la première place sur Product Hunt le jour du lancement. Bref, vous voyez un mec super actif et surtout super créatif. Les outils no-code ont une place importante dans son processus de création, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas qu'on propose des formations à tout ça, et notamment à Webflow, dont on parle beaucoup dans cet épisode. Et qui sait, peut-être que vous aussi, un jour, vous viendrez parler de vos projets sur ce podcast. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Ben, bienvenue dans le podcast de Contournement. Merci de prendre ce temps pour qu'on échange ensemble aujourd'hui. Alors au programme, on va parler no-code, évidemment, en particulier Webflow, une société avec laquelle tu as une histoire commune très intéressante et dont tu es l'ambassadeur officiel en France. Puis on va parler design, évidemment, une des spécialités de ta société Super Creative et de toi en tant que personne. D'ailleurs, j'ai pu constater que vos activités commençaient à pas mal se diversifier, donc j'ai hâte que tu nous racontes un peu tout ça et que on voit un peu aussi quels sont vos projets. Et puis évidemment, on va aborder le concept d'hyper-freelancing que tu as théorisé dans un article qui a depuis fait le tour du monde. Tout à l'heure, tu me disais le Tour de France, mais j'ai vu que c'était très bien exporté aussi. Donc voilà, je compte plus le nombre de fois où j'en ai parlé avec des gens, ou même sur le Slack de No Code France, des gens qui demandent, oui, est-ce que j'ai vu cet article, est-ce que quelqu'un peut me retrouver le lien? C'était toujours drôle de dire, même l'auteur est là, si vous voulez lui parler. Donc voilà, c'est vrai que c'était un article vraiment passionnant, donc je suis vraiment content qu'on ait l'occasion d'en parler ensemble de vive voix. Pour commencer, faire les choses dans l'ordre déjà, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, bien sûr. Merci. Merci de m'accueillir. Donc je m'appelle Ben Issenman, je suis franco-américain, j'ai fini mes études l'an dernier et j'ai lancé juste après mes études de commerce ce site qui s'appelle Super Creative. Et donc voilà, j'ai fait une école de commerce, mais mes parents sont entrepreneurs et graphistes, et donc aujourd'hui je suis un petit peu à l'intersection des deux. Et voilà, je vis actuellement à Paris, et voilà, je pense que c'est une intro. C'est déjà pas mal. Alors justement, par rapport, moi ça m'intéressait un petit peu de savoir ton background, parce que comme on va le voir aujourd'hui, tu fais plein de choses différentes. Mais en termes donc tu fais des études de commerce, souvent c'est assez généraliste. T'as quand même une forte appétence sur le design. Est-ce que t'as aussi un background un peu tech? Ouais. Comment un peu? Ouais. Alors j'ai fait un peu une école de commerce par défaut. J'aurais voulu faire des études de design plutôt, mais bon, c'était pas forcément ce qu'on m'avait conseillé de faire. Et j'étais assez déçu en fait au début de mon école de commerce, et je me suis dit mais en fait j'ai plein d'idées, je veux les construire, donc le meilleur truc à faire c'est apprendre à coder. Et donc au début de mes études de commerce en 2016, j'ai commencé à apprendre à coder, et en fait rapidement ça fait un bon segue, j'ai découvert Webflow, j'ai commencé à faire plein de trucs avec Webflow. Et donc j'avais pas forcément besoin du coup d'apprendre toutes les technologies de back-end, de tout ça. Et donc je me suis un peu maintenu à Webflow au début, et ça m'a bien servi. Et alors, Ouais. au niveau du design, comment tu t'es formé? Et au niveau du design, j'ai toujours été dedans. C'est vrai, sur le Mac familial, il y avait Illustrator, il y avait Photoshop, il y avait After Effects, et en voyant un peu ce que ma mère faisait, moi j'avais trop envie de faire la même chose. J'avais trop envie de faire des logos, j'avais trop envie de faire des trucs trop beaux. Et donc en revenant du collège, je me posais à l'ordi, je faisais des petits trucs, quoi. Je faisais des petits logos à droite à gauche, puis un peu dans mon histoire personnelle, j'avais très envie de lancer des projets, j'avais très envie de lancer un business, et l'âge minimum en France pour lancer une activité un peu commerciale, c'est 16 ans. Donc le jour de mes 16 ans, vraiment de façon assez officielle, je me suis dit allez, c'est parti, je lance mon truc. Et donc j'ai lancé un mini studio de design pour faire des animations pour des youtubeurs qui jouaient à Minecraft. C'était ma niche. Ok, c'est hyper précis. Minecraft, ouais.
Et donc, les quelques youtubeurs Minecraft en France qui étaient cool, je leur envoyais un petit message en disant, les gars, je peux vous faire votre logo, votre animation pour pas trop cher. Et puis de fil en aiguille, j'ai comme ça designé des animations que je facturais de plus en plus, et je me faisais connaître comme ça, et j'ai trouvé ça génial de pouvoir facturer des trucs de gens que je connaissais pas vraiment en ligne. Ça a été vraiment Ouais, donc vraiment entrepreneur déjà dès le plus jeune âge, quoi, si t'as commencé à 16 ans. ouais. Mais comme quoi, hein, il faut commencer tôt, hein, on apprend en faisant. C'est drôle. Comment t'avais identifié cette niche en fait, c'est a posteriori que je me suis dit, c'était une niche. Mais sur le coup, je savais même pas ce que c'était une niche. Juste, je trouvais que ces youtubeurs étaient trop cool. J'avais trop envie de travailler avec eux. Et je trouve que voilà, et il y en avait pas beaucoup, mais qu'il y avait un effet de réseau assez important parce qu'ils se connaissaient tous dans les autres, et que voilà, en faisant un, puis un deuxième, puis en fait après j'avais une requête tous les jours pour faire un logo. C'était un vrai effet de réseau fort, quoi. Mais c'était que après que je m'en suis rendu compte. Super technique d'acquisition. Hein. Et alors, pourquoi t'as pas décidé de faire des études dans le design, juste par curiosité? De commerce plutôt. Non, enfin, pourquoi t'as pas, justement, vu que t'avais commencé à visiter, peut-être, tu vois, je sais pas, quand t'as eu 18 ans, que il a fallu choisir une école. Un dialogue avec mes parents qui me disaient, en fait, quand on est jeune, on sait pas trop ce qu'on veut faire, donc autant s'ouvrir le plus de portes possible. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est soit avec des études d'ingé, soit une école de commerce. Et je me voyais plus, moi, mon idée d'une école de commerce, c'est que t'arrivais, puis on te donnait des cas, tu construisais des mini-entreprises, c'était très pratique, et en fait, c'était hyper théorique. Alors, donc ça, c'est l'angle entrepreneurial, en fait, vachement qui t'a... Ouais, exactement. Et du coup, j'avais regardé plein d'écoles, et celle qui m'attirait le plus et qui avait plus cet angle-là, c'était ESAD, donc l'école où j'ai été à Barcelone, qui est une bonne école, hein, mais qui en fait utilisait vachement ce côté entrepreneuriat plus pour le marketing, ou en tout cas c'était plus les masters ou les gens après qui faisaient ça. Moi, la première année, on faisait des maths, de la compta, du droit, de la finance. Enfin, c'était très théorique, et je me suis un peu fait avoir, quoi. C'est l'impression que j'avais. D'accord. Et donc c'est ça qui, comme tu disais tout à l'heure, qui t'a amené à t'intéresser au code aussi, à découvrir Webflow. Et alors, dis-nous un peu comment tu t'es retrouvé à faire un stage chez Webflow. Alors, du coup, j'arrive dans mon école de commerce, je suis déçu, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce qu'il faut que je change d'études, machin? Là, il y a un truc un peu improbable, c'est que The Family débarque à Barcelone, et moi, je me retrouve un jour en octobre, un mois après avoir commencé à pitcher une idée de start-up à Oussama, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Et il me dit, tu sais quoi, je vais te prendre sous mon aile, arrête tes études, et puis viens, juste arrête tout, ça sert à rien les études de commerce. Et donc pendant 2-3 mois, je suis dans ce dialogue entre The Family et mes parents et mon école qui essaye de me retenir. Et finalement, je décide de rester et finir mes études pour prendre un peu ce temps pour découvrir la programmation, découvrir des trucs que... Enfin, je me suis dit, ce temps-là, c'est quand même pas mal pour explorer des trucs que j'aurais pas exploré si je rentrais dans le monde professionnel directement. Et donc, du coup, je me suis dit, a priori, les startups, ça m'intéresse. Et où est-ce que je pourrais optimiser ma courbe d'apprentissage et apprendre le plus, c'est aller à la Silicon Valley. Et il se trouve que j'étais en train de découvrir cet outil qui s'appelait Webflow, et c'est vrai qu'à l'époque c'était pas grand chose. Webflow, c'était un des outils comme, enfin il y en avait plein d'autres, quoi, mais moi j'avais bien accroché, et je me suis dit, mais en fait je me verrais bien dans une petite start-up à San Francisco, là, je le sens bien. Et du coup, j'ai fait un petit site sur Webflow pour dire pourquoi je voulais travailler chez Webflow. Et donc, je me souviens, j'y ai passé 2 jours à fond à faire ce petit site
I want to work at webflow.webflow.io. Et j'ai toujours en ligne, hein, d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais, qui est encore là. Je mettrai le lien. Qui est vraiment tout pourri, mais bon, c'était le début, quoi. J'apprenais et puis je l'ai envoyé à tous ceux qui avaient le handle Webflow sur Twitter. Et le jour d'après, il y a Vlad qui m'envoie un email qui me dit, bah attends, c'est trop bien, on a trop kiffé le voir passer sur le Slack. Est-ce qu'on peut faire un appel? Et puis une semaine après, j'ai un appel avec lui. Il me dit bon bah en fait t'es qui? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu ferais? Juste tu dis que tu veux travailler chez nous, mais tu dis même pas en quoi. J'ai dit là c'est vrai, je sais pas en quoi. J'ai juste voilà j'ai envie de découvrir les startups. Il me dit bon bah tu sais quoi? T'as qu'à faire des templates de Webflow. Tu me montres un peu tes compétences en design. Il se trouve que voilà, j'en ai fait 2-3 dans le processus de recrutement. Et en fait, il m'a dit bah tu sais quoi, en fait, on commence à travailler sur la partie e-commerce et on aurait besoin de quelqu'un qui analyse un peu ce que font les autres dans ce domaine-là, de comment on pourrait implémenter e-commerce dans Webflow aujourd'hui. Et donc voilà, il m'a proposé ce stage de 3 mois où je regardais tous les e-commerce, comment l'implémenter dans Webflow, faire un beau rapport et puis essayer d'avoir des idées de comment on pourrait en faire un truc génial quoi et simple à implémenter. Et donc c'était incroyable quoi, parce que c'était une expérience absolument mais folle. J'ai emménagé du jour au lendemain. J'étais à San Francisco dans une espèce de hacker house un peu folle. Ils étaient combien à l'époque? Quoi? Ils étaient combien à l'époque? Ils étaient 30. Okay. 30. Ouais, un peu. Là, on est à peu près en 2016, c'est ça? Ouais, 2016. C'était l'été 2016. Et j'ai appris un balle, quoi. C'était mon maître de stage, entre guillemets, c'était Sergey, qui est le Chief Product Officer. Et donc, il m'a donné c'est un mec qui avait déjà un peu de bouteille, quoi. Et du coup, j'avais un boss de ouf. J'étais le premier stagiaire, donc j'étais le petit gars qui apprenait tout sur le tas. C'était vraiment trop marrant, quoi. C'était génial. C'était vraiment génial. Et alors, qu'est-ce que tu as appris du coup justement? Enfin, t'as perfectionné sur le design, sur l'usage de Webflow aussi. Ouais. Alors sur Webflow, c'est vrai que quand j'étais, je faisais des petits projets pour devenir meilleur sur l'outil et découvrir un peu les limites du truc. Et puis en termes d'UX, en fait, moi, il m'a conseillé des super bouquins, Sergey, il me donnait il repassait un peu derrière moi pour me dire, bah, tu sais quoi, là, ce genre ce que je regardais chez les concurrents à l'époque, je regardais Wix, je regardais Shopify, et puis je voyais bien qu'il y avait des grosses lacunes dans les concurrents, et donc c'était super d'avoir Il t'a aidé à exercer vraiment ton regard critique. L'UX, c'était en train de venir, tu vois, à San Francisco, c'était assez récent, ça existait. Enfin, je suis pas sûr qu'on en parlait vraiment en France à cette époque-là. Enfin, peut-être un peu. Mais c'était une réflexion nouvelle, quoi. Et c'était hyper intéressant d'être au cœur de ça. Ouais, non, c'est passionnant d'être chez un éditeur, je pense, parce qu'il y a à la fois la dimension du design du produit, de Webflow, et puis aussi de comment les gens vont utiliser ce produit pour eux-mêmes bien designer les choses, etc. Ouais. Donc je trouve qu'il y a deux dimensions qui sont assez géniales, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors, t'as gardé des contacts un peu là-bas? Est-ce que... Ouais, bah, je me suis fait 2-3 très bons potes avec qui je garde contact. Et puis ouais, non, de temps en temps, je reçois des emails sympas ou j'envoie des emails, mais voilà. Après, j'ai plus vraiment je sais pas vraiment les trucs sur lesquels ils bossent. Je me souviens à l'époque T'as pas d'infos secrètes à nous partager? Ouais. Non, j'étais trop content de voir le moment où 2 ans après ils avaient lancé l'e-commerce, j'étais hyper fier. Et puis là, ce qu'ils sont en train de faire maintenant sur le système de compte, de workflow, je pense que ça va être ouf, quoi. Ouais. Est-ce que tu dirais que, enfin, clairement, ils vont
de plus en plus vers, comme tu dis, les workflows, etc., vers du bubble, quoi. Enfin, je veux dire vraiment de la création de l'application au sens plus large et pas juste du site web. À ton avis, c'est quoi la timeline pour ça? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans? Est-ce que c'est une vision à plus long terme? C'est là quand ils l'ont annoncé au World Tour il y a cet été, ils disaient que c'était un des projets sur lesquels ils travaillaient. Et donc moi je pense que c'est soit fin 2021, enfin 2021 ou 2022, début 2022. Je pense qu'ils vont vraiment, ils prennent le temps. Moi, j'ai l'impression que globalement, ils prennent le temps, quoi, de sortir des fonctionnalités. Ouais. Par contre, quand ils sortent quelque chose, ça marche bien, c'est bien documenté, c'est stable, mais c'est pas, ils sont pas dans une course à la feature. Enfin. Non. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à un truc où ils reprennent les bonnes idées de Member Stack. Ils reprennent quelques bons réflexes de Zapier. Et donc déjà, enfin, aujourd'hui, mais de façon native. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va déjà faire pas mal de trucs qu'eux proposent. Ce qui sera déjà énorme, hein. Juste déjà d'avoir un member stack, de bien intégrer, enfin, ce côté membre, tu peux faire déjà 2 fois plus de choses, sachant qu'il y a déjà une base de données quand même dans Webflow avec la partie CMS, qu'on peut déjà automatiser des choses avec Zapier de manière externe. Moi, le seul truc que je trouve qui manque, enfin, que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt, c'est de pouvoir injecter les informations d'un formulaire directement dans le CMS. Ouais, bah justement, ça devrait venir. Je sais pas, je sais pas si c'est un truc technique ou. Parce que tu vois, quand t'as ça, plus le système de membres, bah déjà tu peux faire Airbnb, quoi. Enfin, quasiment, tu vois. Complètement. Plus tu déclenches des actions par rapport à la base de données. Dès qu'il y a une nouvelle ligne dans la base de données, tu déclenches une action avec Zapier et puis t'as une plateforme, quoi. Et ça, exactement. Ça va être le système de workflow, là. Je pense que ça va venir. Ouais, non, c'est clair. Bon, tout ça est passionnant. En tout cas, Webflow, c'est vraiment un des outils qu'on suit le plus. En plus, moi, ce que j'adore, c'est leur état d'esprit. Hein. Après, de ce que je vois, de loin, et puis j'ai quand même eu l'occasion d'aller à la NoCode Conf l'année dernière. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une bienveillance. J'aime pas trop ce mot, c'est un peu cliché, tu vois. Mais vraiment, c'était des bonnes personnes, quoi. Je sais pas, c'est un peu bisounours de dire ça, mais je sais pas si tu veux juste partager un peu. Ah ben moi quand j'y étais, c'était une culture d'entreprise qui était trop cool. Enfin, mais c'est le mot, c'est trop cool. Il y a pas de micromanagement, il y a un respect, il y a un vrai respect entre chaque employé. Il y a on aime bien, je pense, en France ou à Paris, on a une vision un peu du boss, de la hiérarchie au sein d'une boîte. Il y a pas tant ça, tu vois, là-bas. T'arrives, tu fais du bon boulot, t'es content. Pour suivre un peu Vlad, le CEO sur Twitter, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez remarquable, quoi. Vlad. Ouais. Mais c'est vrai que on a tendance à vachement voir Vlad, mais son frère Sergey, qui est un peu moins dans les feux de projecteur, il est adorable. Enfin, il est trop cool. Il est génial aussi. On en parle moins ou Brian, l'autre co-founder. Mais ils sont tous très. Et puis en fait, on se rend pas compte, mais il y a aussi leur sœur à Vlad et. Ah oui, c'est vraiment une affaire de famille. Oui, ils étaient tous dans la boîte. Du coup, c'est une ambiance. Et je pense vraiment que ça a vachement influencé la boîte, le fait qu'ils soient 3 frères et sœurs dès le début là-dessus. C'est possible, ouais. Puis surtout, c'est des gens qui ont l'air très humbles, qui sont émigrés de Russie et tout. Je dis ça parce que j'ai lu sur Twitter, tu vois, il racontait un peu son histoire, Vlad. Ouais. C'est quand même aussi une histoire assez particulière, quoi. Tu vois, ils ont débarqué aux États-Unis, je crois qu'il avait 9 ans, il savait pas parler anglais. Et voilà, ils sont fightés, quoi. Ouais. Après, moi, je pense que, quand je parlais avec lui et tout, je pense vraiment que arriver à un jeune âge comme ça dans un pays, c'est marquant. Mais après, quand tu les vois, c'est des Californiens. Ouais. C'est aussi un peu ça comme une super histoire
Et c'est une super histoire, et surtout que c'est une histoire qui est importante aujourd'hui aux États-Unis, de dire bah voilà, on est migrants, etc. Et ça, je pense que c'est aussi, faut pas l'oublier, c'est une histoire, quoi. Ouais. Oui, ils en jouent pas non plus trop. Pas, c'est un Russe, quoi. Ouais, non, j'imagine. Non, c'est hyper intéressant. Ok, alors et dis-nous après, donc du coup après ce stage, t'es rentré, t'as fini tes études. Je suis rentré, je faisais, fallait rembourser un peu le prêt des étudiants, donc j'ai fait un mini studio de design de web design avec un pote, et là on facturait des sites assez chers, je pense, par rapport à des freelances aujourd'hui. On était sur des sites à des prestations autour de 10 000 euros, donc on facturait des identités de marque aussi. Enfin, on packageait bien le truc. Ça a permis de voyager un peu, rembourser le voyage à San Francisco, un peu les études et tout. Et donc ça a été super. Est-ce que, juste j'ai une question, parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse, j'en parlais encore hier soir avec une personne qui a créé une agence de communication, et je lui disais, à mon avis, Webflow, enfin pour les agences web, etc., c'est un moyen incroyable de faire, alors tu peux pas faire tous les sites, tous les projets web, mais de réaliser des sites web sur mesure, avec du design personnalisé, à des prix vachement plus intéressants. Ouais. Enfin, tu vois, quand je vois aujourd'hui les agences web, ce qu'elles facturent pour des sites avec WordPress, avec un thème même pas personnalisé, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, tu vois. Et je pense qu'avec Webflow, il y a une vraie opportunité du fait de la rapidité d'exécution. Quand t'as les compétences de design, évidemment, hein, Webflow, si t'as pas de compétences de design, ça peut quasiment rien en faire. Mais tu vois, je sais pas, est-ce qu'il y a pas une opportunité là-dessus, parce que tu dis que c'était cher, 10 000 euros. Je veux dire, j'ai géré une agence web pendant 4 ans, hein, tu vois, on a déjà vendu des sites à 10 000 euros où c'était juste un WordPress avec un thème un peu personnalisé, tu vois. Est-ce que, tu vois, il n'y a pas une opportunité là-dessus? Pour lancer une full Webflow agency, bah si, complètement. C'était la mini agence que j'avais créée là pendant mes études. C'était ça. C'était 100% Webflow, et ça marchait bien. Et je sais qu'aujourd'hui il y a plus de gens en France qui ont ça en tête, de prendre ce concept. Et je pense que il y a encore plein de marge pour qu'il y ait plus de gens qui fassent ça. Ça me... Ouais, non, parce que tu vois, quand je vois, tu vois, même quand on a fait le webinar ensemble de présentation de Webflow, tu vois, alors, t'es très expérimenté avec Webflow, tu vois, mais la vitesse d'exécution, c'était juste hallucinant, tu vois. Ou même quand on a travaillé avec Théo, enfin, tu vois, je veux dire, c'est imbattable, tu vois. Moi, je me souviens, quand j'implémentais des designs que m'avaient donné des développeurs, non, pas des développeurs, des designers, tu vois, que moi j'étais développeur front-end. Putain, mais il fallait écrire des milliers de lignes de code, tu vois, et c'était jamais pixel perfect. C'était toujours hyper frustrant pour les designers, et c'était frustrant aussi pour moi en tant que développeur, tu vois, parce que les mecs, ils me demandaient de décaler le truc d'un pixel à gauche, un pixel à droite, moi, je voyais même pas le pixel. Et je trouve qu'avec Webflow, on résout ce problème, on va hyper vite, on résout aussi le problème de l'hébergement et tout, et c'est vraiment... Ça, c'est une des grosses thématiques sur lesquelles on me contacte souvent. C'est tu arrives à aller très vite et faire plein de choses avec Webflow. Est-ce que tu utilises que Webflow? Est-ce que tu codes en plus, machin? Moi, je pense que c'est possible d'aller très vite sur Webflow que si, premièrement, tu as bien réfléchi au contenu et tu as une bonne structure en tête. Et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est avec du papier, enfin du papier. Puis ensuite, aller sur un truc comme Figma pour rendre tout nickel, toutes les décisions de design plus un peu plus méticuleuses pas le faire sur Webflow. Et une fois que tout est prêt sur Figma ou sur un sketch ou je sais pas quoi, partir sur Webflow. Mais c'est vraiment pas expérimenté sur Webflow. Faut le voir comme un outil d'implémentation hyper rapide, mais que quand t'as un truc nickel en amont. Ouais, ça effectivement, tu fais bien de le préciser. C'est un très bon conseil. D'ailleurs, c'était une des questions que j'avais après, mais c'est parfait. Je pense que ça, c'est une mauvaise conception que certaines personnes peuvent avoir et que nous, on essaye toujours de démystifier. C'est-à-dire, vous allez pas designer dans Webflow, quoi. Non. Tu vois, genre Figma va toujours, ou Sketch, vont toujours avoir du sens.
Et comme tu dis, même avant ça, déjà un papier et un crayon, quoi. Mais c'est tout. Enfin, tout se résume dans le truc, l'unité la plus petite du design. Enfin, c'est le feedback. Quand tu as une idée, tu veux mettre ton logo en haut à gauche et qu'il soit assez gros, je sais pas quoi. Le temps de le faire sur Webflow versus le temps de le faire sur un Figma, c'est peut-être 3 fois plus long de le faire sur Webflow. Et cette rapidité d'exécution, elle est essentielle pour laisser les idées se développer avec ça. Si tu te heurtes avec l'exécution, avec l'implémentation dès le début, je suis pas sûr que tu puisses faire des choses aussi créatives ou aussi bien foutues. Donc voilà, c'est juste si tu as une idée et que t'as un vrai WYSIWYG, enfin un Figma où tu connais les shortcuts et en 2 secondes tu implémentes l'idée, tu peux pas battre ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, donc quand je parle vraiment de vitesse, pour moi, c'est l'exécution de l'implémentation de quelque chose qui a déjà été pensé, et surtout en comparaison du temps que prendrait un développeur pour le faire, quoi. Ouais, je pense que le travail amont, de toute façon, est toujours le même, mais... Et moi, ce que je fais même pour, tu vois, prendre cette idée, je la prends à son extrême, et je triche. Je prends des screenshots. J'ai un shortcut que j'ai reconfiguré sur mon Mac, mais c'est pareil sur Windows. Dès que je fais une petite configuration, enfin, j'ai un shortcut où je prends une capture d'écran de ce que je sélectionne et qui le met directement dans mon clipboard, dans mon presse-papier. Et donc j'appuie 3 touches, je sélectionne et ensuite je fais copy-paste, je le colle là où je veux. Et en gros, ce que j'ai une librairie, une librairie immense de, je crois que j'ai 1200 sites d'inspiration, trucs graphiques qui m'intéressent, etc. Et je copie-colle des éléments intéressants que je veux développer et je fais juste tac tac tac, enfin en 15, enfin même pas en 15 minutes, j'ai un site complet où c'est juste des petits bouts de screenshots et l'idée globale elle est là, mais je triche comme ça et je vois personne le faire. Et je me dis que ça, c'est un truc à... C'est super intéressant, ouais, comme process créatif, vraiment de prototypage rapide, on va dire. Ouais. C'est ouais, voilà, c'est le prototypage rapide, c'est exactement ça. Bah écoute, merci pour d'avoir partagé ça. Justement, je pense que ça peut vraiment aider. Non, mais tu vois, c'est important de comprendre comment les autres travaillent. Je trouve que ça inspire vachement aussi, quoi. Alors, du coup, dis-nous un petit peu là tout ce que tu fais avant qu'on parle de l'hyper freelancing, parce que justement c'est un petit peu une illustration, tu vois, déjà de toi les différentes activités que tu fais aujourd'hui en tant que Ben et puis que super créative. Ouais. Donc je m'occupe aujourd'hui de ce site qui s'appelle donc Super Créative. C'est un site où je partage des articles, des formations et des ressources pour les créatifs dans un sens très général qui sont freelance. Et dans les créatifs freelance, j'inclus les graphistes, les web designers, ceux qui utilisent leurs idées. Alors ça peut être aussi des développeurs, leurs idées qui vendent leurs idées, souvent leur exécution à des clients. Et donc si on va sur le site supercreative.design, on peut télécharger ces ressources. Donc parfois j'ai des templates, j'ai des articles sur un peu la vie de freelance et la vie créative, ce qui m'intéresse. Et j'ai cette formation Webflow et ce que j'ai envie de développer dans les mois et les années à venir, c'est de formation créative, d'écriture créative, de 3D, parfois des outils, parfois des process pour être super créatif. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui je pense me permet de
enfin, d'apporter le plus de valeur aux, aux gens qui m'entourent. Et ça me passionne. Ça me passionne. Et alors, cette formation, par exemple, la Webflow, tu peux nous en dire un peu plus justement sur les modalités. Je vais donner un peu le contexte. Donc, en octobre dernier, 2019, je me suis dit je vais lancer une entreprise en design, une startup. Je voulais faire une startup en design. Et de fil en aiguille, je me suis dit que faire du matching de la mise en relation de très bons designers avec des entreprises, c'était ce qui m'intéressait, de designers de sites web et d'images de marque. Et donc pendant 6 mois, j'ai un peu bidouillé avec 2 potes cette idée. Et pendant le confinement, je me suis rendu compte, je sais pas si l'écho, enfin, personnellement, mes valeurs, je me suis rendu compte qu'elles étaient pas tout à fait alignées avec la création d'une startup et que j'ai remis en cause un petit peu le business model, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est partager des ressources, et plutôt qu'avoir des cycles très longs de création d'un produit, de création d'une marketplace. Enfin, là, on parle de mois avant de lancer des nouvelles features, etc. Je voulais avoir un cycle beaucoup plus rapide, en parlant de 1 ou 2 semaines grand max, et partager des articles, des vidéos, des choses, et avoir du feedback beaucoup plus rapidement, et être dans, voilà. En fait, je me suis rendu compte que travailler sur du produit, je trouvais ça un peu dur. C'était très dur, et c'était assez, ça collait pas avec moi, mon côté un peu de tester plein de choses, d'être un peu hyperactif, machin. Et donc, peut-être surtout travailler sur un seul gros produit, quoi. Parce que finalement, t'as plusieurs petits produits aujourd'hui. Et c'est peut-être ce côté un peu monolithique, genre marketplace, boum, tu peux faire que ça, c'est le seul truc que tu peux faire. Et du coup, là, je me suis dit, si je veux pas faire ça, que je veux plutôt vivre de mes articles, de mes idées, des ressources que je partage, il faut que je teste un truc. Du coup, je me suis donné 1 mois pour créer une formation Webflow, qui était un peu le truc. Les gens, quand ils me contactaient, c'était Ben, j'ai besoin d'aide pour mon site Webflow, est-ce que tu peux m'aider? Je me suis dit, logiquement, je vais faire une formation là-dessus. Et donc, pendant 1 mois, j'ai essayé de trouver un package intéressant, j'ai créé le contenu, et le mois d'après, en juin, j'ai fait cette formation. Donc, j'ai aidé 10 étudiants, mais 10 entrepreneurs et designers à créer leur propre site. Et j'ai adoré. Les entrepreneurs et designers ont fini avec leur site. J'étais hyper fier. Tout le monde était hyper content. Je vivais bien de cette expérience-là. Et là, je me suis dit, ça me semble assez évident que je peux faire d'autres formations. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte. Je suis dans ma chambre. Là, je suis tout seul. C'est moi, mon ordi. Il y a pas de limite. Je peux toucher des millions de personnes dans le monde. C'est une opportunité. Enfin, je joue avec des règles du jeu qui sont uniques. Et étant donné que j'ai un peu ces compétences de pouvoir lancer une landing page, tester. J'adore le marketing, j'adore le design. Je peux rapidement tester une idée. Amorcer, t'as toutes les compétences pour amorcer un projet. Exactement. Il y a juste pas beaucoup de limites, quoi. Et là, je suis dans ce moment-là incroyable où je teste plein de trucs. Il y a plein de trucs qui marchent pas, il y a plein de trucs qui marchent, mais quand ça marche, il y a pas de limite. Il y a vraiment pas de limite. Et enfin, je suis indépendant de mes idées, et je m'éclate dans ce que je fais, et c'est incroyable, et j'espère que toute ma vie je pourrais continuer comme ça. Bon, bref. Et du coup, il y a cette formation Webflow. Récemment, je parlais avec Théo, et avec vous aussi. Et là, faire une formation Webflow en France, en français, c'est génial. Et enfin, j'ai vu des bouts de la formation, c'est hyper quali. Là, moi, si je relance un truc Webflow, ça serait plus pour d'un point de vue design, pour des gens qui sont plus des créatifs déjà, plutôt que faire un truc plus général pour les gens qui connaissent pas trop.
Enfin, je voudrais faire un truc un peu plus spécialisé. Pas juste sur la technique de Webflow, quoi. Ouais. Et la manipulation de l'outil. Avec un peu un angle d'attaque qui est une méthode et du coaching après. Moi, je veux que ça soit vraiment un truc où je connaisse chaque élève, je les aide à être personnel. Moi, ça m'éclate un peu plus. Et donc ça, c'est un truc que je vais relancer en novembre. Voilà. Super. Ouais. Et alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un truc assez cool que tu as fait récemment, qui est que tu as fait un pack de templates pour Notion. Ouais. Et donc, ouais, le Notion Pack, donc c'est un pack de 20 templates pour aider les freelances à collaborer avec leurs clients. Et ça inclut un template de proposition commerciale, de devis, de facture, de cahier de charge, de NDA, clause de confidentialité, tous les documents que moi j'ai écrit, que j'ai repris dans mes années de freelance, quoi. Et j'ai tout mis ça sur Notion. Et l'idée derrière, c'était que donc j'ai écrit cet article de l'hyper freelance dont je vais parler dans un instant. Et l'idée, c'était vraiment juste de moi-même être hyper freelance. Je voulais tester le concept moi-même parce que j'en parlais et je voulais le vivre. Et je trouve parce que jusque-là, t'avais pas l'impression de l'être encore. Enfin, non. Je faisais des. Donc là, faut peut-être que j'explique le concept. Donc l'hyper freelance, c'est un modèle que j'ai observé où des freelances en fait diversifient leur activité. Premièrement, en faisant du conseil dans leur spécialité, que ce soit le web design, le développement, je ne sais quoi. De cette expérience avec leurs clients, ils découvrent des problèmes récurrents, des besoins d'un marché, et du coup propose des formations en ligne, propose une activité plus d'éducation, de formation. Et cette activité de formation, donc c'est une activité, une autre option, c'est une activité qu'on peut faire de côté, quoi. Elle permet ensuite de créer une espèce de communauté dans un point de vue assez large, de créer un intérêt et potentiellement de créer du coup un produit. Et ça, c'est le dernier truc de l'hyper freelance, c'est complètement du coup décorréler son temps avec ses revenus. Et ça, c'est possible par exemple en vendant un bouquin, des templates. Il y a plein de façons de vendre des produits. Et donc, faire ces trois activités-là en même temps, c'est ce que j'appelle l'hyper freelance dans cet article que j'ai publié. Et il se trouve que ça a vraiment résonné avec beaucoup de gens. Et je pense que c'était opportun aussi avec le Covid, la crise économique qui vient, parce que les freelances, peut-être qu'ils ont perdu 2-3 clients, ou c'est un bon moyen de réfléchir aussi à des moyens de diversifier son activité, quoi, et de se dire bon là, si j'ai une option qui marche moins bien, je peux j'ai une autre activité qui marche aussi bien sur le côté. Et donc voilà, ça a plutôt bien marché. Et donc pour en revenir à mon expérience, moi je faisais du web design, puis j'ai fait du coup après cette formation en Webflow, et puis finalement j'ai fait ce pack de templates sur Notion, et donc là je suis un peu à ce stade où j'ai ces trois activités en même temps. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ton modèle, c'est la complémentarité en fait entre les trois pôles, les trois l'idée c'est que ça soit des sources de revenus aussi. Enfin. Oui, complètement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, parce qu'il y a des choses que des fois on fait un peu intuitivement, mais on le formalise pas aussi bien. Et tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment autour du fait que le consulting c'est bien, mais comme tu vends ton temps, déjà c'est pas scalable.
et puis tu dois toujours trouver des nouveaux clients. Enfin, il n'y a pas de truc récurrent. La formation, c'est bien, mais d'abord, pour pouvoir former des gens, il faut que tu aies prouvé que tu sois toi-même un expert. Et pour ça, le consulting peut vachement aider. Et puis le consulting va donner de la matière pour les formations. Puis les formations peuvent être un produit, ou alors tu peux en découler un autre produit, quoi. Et ça, c'est que, tu vois, là, j'ai donné un ordre, mais tout pourrait partir, en fait, aussi du produit. Tu peux avoir un produit, faire du consulting sur tu vois, la matière de ton produit, et puis après, former les gens à quelque chose qui soit lié. Enfin, et ça, c'est assez génial, quoi. Justement, alors, moi, ce que j'observais dans ce modèle, c'est que les gens commençaient en fait pas mal par le conseil, parce que c'est un bon moyen de prendre confiance, de trouver. Enfin, c'est un feedback qui est quand même hyper rapide et hyper fort que d'être payé pour une mission, même que ça soit un jour ou plus. Alors que commencer avec un produit, ça potentiellement, on a tendance à se saboter un peu, se dire ah bah tiens ça va marcher alors qu'on n'a aucune idée notre intuition peut être très peut nous des tours. C'est intéressant, tu vois, que tu dis ça parce que c'est vrai, hein, je pense que ça c'est un schéma classique, mais par exemple, tu vois, le fait de faire de la formation, nous on le voit en tant que là, tu vois, contournement ou même dans la société où on était avant à Simplon, le fait de faire la formation peut aussi te positionner comme un expert. C'est clair. Tu vois, te positionne comme un expert, même si tu n'as aucune référence à partir du moment où tu formes. Et donc, les gens peuvent venir te demander du consulting, quoi. Tu vois, c'est exactement ce qu'on a vécu à Simplon. On a structuré une agence après, parce qu'il y avait ces formations et que les gens nous disaient, si vous formez, vous devez savoir faire des sites web. Nous, on voudrait vous payer, pas pour vous nous formiez, mais pour que vous fassiez notre site web. Mais il y a des cercles vertueux de ouf, en fait, dans ces différentes alternatives. Et en fait, là, moi, dans ce modèle, je parle de 3 grandes activités différentes, mais il y en a plus et il y a des spécificités différentes dans chaque. Enfin, il y a plein de façons de voir ce modèle. Et là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est une étude. Je vais faire une étude. Je vais interviewer. Je vais essayer de faire circuler un questionnaire assez complet pour les freelances, pour essayer de comprendre quelle est la répartition des revenus chez les freelances. Est-ce que c'est quand même vachement du conseil? Est-ce que c'est vachement et ça, avoir ces données-là, je pense que ça va être assez intéressant. Ouais, puis de voir comment ça évolue, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, effectivement, je pense que tu as raison, hein, l'activité de conseil, c'est la plus commune. Mais est-ce que, justement, tu vois, il va pas y avoir, si du fait de la situation, de la crise, etc., un impact sur ça va évoluer plus vers de l'éducation ou du produit, avoir des choses plus résilientes aussi en cas de crise, parce que le conseil, nous on l'a vu, hein, par exemple, on faisait des formations en entreprise, dès le début du confinement, on a perdu tous nos contrats d'un coup, quoi. Ouais. Donc, et ça a créé la nécessité pour nous de créer des produits qui sont en l'occurrence des formations, mais je pense que, en tout cas, c'est moi ce qui me plaît, c'est ce côté très résilient en fait dans ce modèle, et puis aussi très intéressant, tu vois, parce que tu disais tout à l'heure, t'aimes bien tester des choses, amorcer, etc. Et je pense que c'est important pour tout le monde en fait, tu vois, vraiment d'être là-dedans et pas être dépendant juste d'une activité, parce qu'en fait ça c'est dangereux et puis au bout d'un moment juste je pense que c'est chiant, quoi. Ouais, là je viens de finir en fait un bouquin qui s'appelle Antifragile. Je sais pas si tu l'as lu ou t'en as entendu parler. Pas du tout. Nicolas Nassim Taleb, je crois. Qui est plus ou moins illisible, mais il y a des idées très intéressantes dedans, notamment que on n'a pas vraiment de mots pour décrire le contraire de fragile. C'est-à-dire, t'imagines une boîte, tu la laisses tomber et elle se pète, ça c'est fragile. Tu t'imagines une boîte avec des objets et tu la laisses tomber et rien ne se pète, tu dis que c'est robuste. Mais si tu laisses tomber une boîte et que ce qui est à l'intérieur se renforce, on n'a pas de mot pour ça, et du coup il met un nom dessus, il dit que c'est antifragile. Et un peu dans
dans ce bouquin, il explique les façons de grandir grâce au choc. Et un moyen tout con, c'est juste d'augmenter le nombre d'options que tu te crées pour toi-même. Si tu es trop dépendant, je sais pas, peut-être d'un client, d'une activité, il suffit que ce client il se barre et t'as plus rien. Et en fait, avoir une activité pérenne, je pense que c'est nécessaire, mais vraiment c'est nécessaire de diversifier un peu son activité pour endurer les chocs. Donc ça allait plutôt bien avec mon truc de l'hyperfreelance, j'étais assez content. Mais voilà. Est-ce que tu aurais quelques exemples d'hyperfreelanceurs justement pour illustrer un petit peu tout ça? Ouais. Toi déjà, bon, tu nous as donné un petit peu. J'ai fait un tableau. Enfin, pendant l'écriture de cet article, j'ai fait un tableau où j'en ai mis une vingtaine, une trentaine. Donc, je pourrais peut-être le partager. Attends, si je le sors là, sur mon Notion. Je vais regarder. Dans les limites, ouais. Parce que j'ai hyper freelance. Des bons exemples qui seraient connus peut-être en France. Alors, Daniel Vassallo. Il a écrit, enfin, il faisait du conseil sur Amazon Web Services. Puis il a écrit il a fait une espèce de mini formation là-dessus. Puis ensuite, il a écrit un bouquin qu'il a partagé sur Gumroad et il s'est fait 250 000 euros avec ces produits-là. Et lui, il m'a vraiment inspiré là dans l'écriture de cet article. Il est hyper bon. Il y a qui d'autre? Il y a plein de monde, hein. Pablo Stanley, c'est un super designer qui faisait du conseil en design, puis après qui a fait des formations, puis après qui a commencé à vendre des packs des illustrations. Je pourrais partager une keynote de la No Code Conf d'ailleurs, c'était assez génial. Ouais. C'est formidable. Ouais. Et donc voilà, bon, cet article, je l'écris un petit peu de mon ressenti, un peu d'intuition, bon, voilà. Moi maintenant, ce que je veux, c'est des chiffres. Je veux voir comment les freelances, même de façon anonyme, hein, mais voir un petit peu l'état actuel. Et je pense que ça, enfin, je pense que les freelances aujourd'hui sont hyper friands de ce genre de données. Ça ouvre un peu les yeux de se dire ah bah tiens, enfin moi là par exemple le pack de templates. J'en suis à 15 000 $ de vente pour 2 semaines de travail. Enfin, c'est vraiment super. C'est super. Je suis trop content et j'aime bien partager ces chiffres-là, pas pour me mais pour vraiment montrer que elle est assez inspirante, hein, moi je trouve. Oui, ouais. Et que c'est possible et que que c'est possible et qu'on n'a pas tendance à le faire. Mais ouais, non, je pense que il faut essayer de faire des choses, de produire, de s'exposer. Voilà, après ça marchera pas pour tout le monde aussi bien, mais ça peut marcher aussi des fois mieux. Enfin, et d'ailleurs justement, alors j'ai deux questions. On va commencer un peu à conclure. Déjà, est-ce que tu as un petit retour justement sur ton lancement là de ce pack Notion, parce que tu l'as lancé sur Product Hunt, qui je suppose est peut-être une des plus grosses sources de trafic qui ont permis les ventes, peut-être pas d'ailleurs. Ouais. Tu nous partages ça. Donc et après, il marque un petit peu d'outils no code. Qu'est-ce qui a marché? Enfin, qu'est-ce qui a fait que ça Tu as quand même été numéro 1 producteur. Moi, j'ai un peu au fil des semaines et des mois là, j'essaie de créer ce modèle pour moi, enfin pour Super Creative. J'ai un peu maintenant, j'essaie d'être assez rigoureux sur tester des idées. Et donc au début de mon process, je commence avec un tweet. C'est assez con, mais juste tweet une idée, puis je vois si ça prend. Si ça prend, j'écris un article. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'avais juste écrit un tweet, j'avais dit bon bah j'ai ces templates sur Notion d'invoice, est-ce que ça intéresserait quelques personnes? Et là, il y a eu plein de likes. Je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Ensuite, j'ai écrit un article où j'expliquais un peu sur comment les designers et les freelances utilisaient Notion pour collaborer avec leurs clients. Et ça a un peu circulé. Je me suis dit, bon, bah là, il y a encore un truc à faire. Après ça, après cette étape, je me suis dit, bon, en fait, je pourrais, en revenant sur l'hyper freelance, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être un bon truc à packager.
Et donc, je me suis posé pendant une semaine, pendant 10 jours, où je me suis vraiment enfermé. Et les 2-3 premiers jours, j'ai commencé à faire un truc. Ça tenait vraiment pas la route. Et j'ai fait, je pense, 5-6 appels avec des freelances, juste en leur montrant un petit peu les ébauches. Et ça a complètement restructuré la direction du truc. Donc là, encore du feedback, quoi. Et du coup, après, j'ai foncé dans une direction. Ensuite, j'ai fait un soft launch où j'ai juste partagé sur Twitter le produit, en disant c'est les ventes commencent le 15 septembre. Si vous le prenez avant, ça sera 50% en moins. Et là, il y a eu plein de préventes. Donc, ce que je veux dire, c'est que je me suis donné plein d'occasions de valider si c'était vraiment quelque chose qui en valait la peine. Et à chaque étape, ça me donnait plus de feedback sur ce qui allait marcher ou pas. Et au stade où, en fait, quand on m'a contacté pour le mettre sur Product Hunt, je savais que ça pouvait bien marcher parce que Notion, c'est un outil qui est tendance en ce moment. Il y a plein de freelance sur Product Hunt. Du coup, je me suis posé pendant un jour pour faire une belle landing page parce que je savais que ça allait compter de faire un truc beau, quoi. Bien sûr. Et après, je savais que ça pouvait bien marcher, quoi. À ce stade-là, j'en doutais plus. Et donc, ça a ramené une centaine de ventes. Donc, sur un pack qui a $80, 78, ça fait un beau truc, ouais. Ouais, c'est super. Ok, non, écoute, merci d'avoir partagé tout le process parce que il y a aucun process infaillible, tu vois, mais comme tu dis, ce côté très itératif, avoir tout le temps des feedbacks, etc., c'est le meilleur moyen de pas se planter, quoi. Ouais. Mais moi, ce qui m'anime le plus, enfin, ce qui a été un des plus gros déclics, je pense, c'est de me dire qu'il faut que j'arrête faut que j'ai plus confiance dans mon intuition. Et que mon seul job, c'est de créer tous les jours et de partager tous les jours. Et que c'est mon audience qui va décider de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et que bien sûr, j'aurai une intuition que cet article, cette vidéo, cette formation, elle va bien marcher. Mais finalement, cette intuition, j'essaye au fur et à mesure de l'éteindre et juste de publier et de miser beaucoup plus sur la quantité que la qualité, quitte à itérer sur un truc qui marche bien et le rendre meilleur avec le temps. Et le faire avec des cycles rapides en parlant de jours et de semaines, mais jamais de mois. Je pense que ça me donne et le fait que je sois aussi seul, qu'on soit pas plusieurs, ça me donne une vélocité, une rapidité qui est, je pense, vraiment inégalable. Et ça, j'en suis hyper content. C'est le matin, je me réveille, je sais que je vais faire des nouveaux trucs qui m'intéressent et peut-être que ça va pas prendre, mais c'est hyper stimulant, quoi. Non, je pense que ça se sent que ça motive et je pense que j'espère que ça va partager ça. Et pour revenir un peu sur le thème de ce podcast, enfin, le no-code permet ça. Je ne pourrais absolument pas faire ça. Je ne pourrais pas être dans cette configuration-là si je n'étais pas bon dans Webflow et si j'avais pas au fil des années construit un petit peu ces process-là. Mais c'est Au niveau de, justement, je me posais la question au niveau de la vente, comment se passe un peu le process? J'imagine qu'il y a des automatisations, des choses comme ça, pour la vente de ton pack, par exemple. Non, j'ai juste utilisé Gumroad et c'est tout. Il y a rien. Et donc, qu'est-ce que les gens reçoivent? Ils reçoivent un lien vers les templates? Ils reçoivent un lien vers un PDF qui explique comment utiliser chaque template, comment le mettre en place, comment utiliser. Et à l'intérieur, il y a un lien vers Notion. Mais je ne dirige pas directement vers Notion. Je trouve que l'expérience utilisateur est pas bonne si je fais ça. Ouais, non, mais c'est chouette de faire un PDF aussi. Comme ça, il y a un petit peu ce côté, j'ai acheté quelque chose, j'ai un truc physique, bon, même si c'est virtuel, mais un petit livre, un petit machin, tu vois, qui matérialise un peu l'achat, quoi. Exactement. Ok. Alors, juste par curiosité un petit peu, c'est quoi les autres outils, justement, toi, que t'aimes bien?
que tu Alors utilises? oui, mais je passe plein de temps moi sur Gumroad, sur Webflow. Gumroad, je voulais vraiment l'utiliser et l'essayer pour le produit parce que je voyais d'autres créateurs utiliser ça. Mais là, je vais repartir sur du Webflow e-commerce quand même. Euh, Après, Gumroad, ça permet d'aller vite quand même, non? ouais, j'utilise Figma tous les jours. J'utilise Loom, l'extension Chrome, pour prendre des petites vidéos et faire avoir un peu des allers-retours asynchrones avec mes soit des clients, soit des élèves, soit des gens qui ont acheté mes produits. Donc Loom, c'est hyper important pour moi. Puis j'utilise Notion pour tout ce qui est mes process, toutes les idées. J'ai un espèce d'énorme Kanban où je vois un petit peu l'avancée de chaque idée de super créative. Dans les outils que j'utilise vachement aussi, il y a Whimsical, qui est cet outil super pour une réflexion sur l'UX d'un truc. Et moi je passe beaucoup de temps. J'ai toujours là, juste à côté de moi, un carnet où j'écris plein de choses. Puis après, souvent, je passe du temps sur Whimsical, qui est un outil génial, enfin qui est vraiment génial pour faire des mind maps, des prototypes, pour faire plein de choses sans rentrer dans les détails de design, de UI, donc sans regarder les couleurs, sans regarder les typos, sans regarder tous ces détails qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et puis quoi d'autre comme outil? Non, c'est à peu près tout. Mais je n'utilise pas tant de choses que ça. Hein. Tu t'as pas mentionné, je pense, d'outils d'automatisation, Zapier, Oui. Alors, j'essaie. Enfin, il y a un moment où j'utilisais Zapier pour absolument tout dans ma vie, et il y a un moment où tout commençait à péter, etc. Donc, j'ai un peu. Je crois que j'ai qu'une automatisation Zapier aujourd'hui. J'essaie de relancer, enfin, de repartir un peu à zéro. D'accord. Il y en avait trop dans tous les sens. Sinon, ConvertKit, qui est l'outil que j'utilise pour gérer mes mails, ma newsletter, mes subscribers. J'y passe vachement de temps. Calendly pour gérer un petit peu les appels. Et puis ouais. Enfin, j'ai 100 000 petits outils après, mais la guerre c'est Webflow quoi et Notion, je pense. Ouais. Ok. Non, super. Alors, il va être temps de conclure. Juste, est-ce que tu veux nous partager un petit peu tes projets à venir? Bon, un petit peu c'est quoi ta feuille de route, s'il y en a une? Moi, je suis. Je pense que je suis sur une bonne phase. Là. J'ai envie de continuer, de faire exactement ce que je fais, juste partager plein de ressources gratuites, parfois payantes, sur Super Creative. Je m'éclate, je gagne ma vie bien. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de question. Ce que j'ai envie de développer en plus, c'est des formations créatives sur un modèle un peu différent d'apprentissage en ligne, où c'est pas du self-paced, donc apprendre dans sa propre vitesse, mais un truc semi-live où il y a des événements dans la formation, où on rencontre vraiment les autres élèves, où c'est vachement project-based learning. Enfin, j'essaie de développer au fil des mois ce modèle un peu unique d'apprentissage en ligne parce que ça me passionne et de ce package un petit peu, ce modèle un peu unique, en le décliner sur des formations créatives et faire des espèces de partenariats avec des experts passionnés dans créatifs, que ça soit l'écriture créative, que ça soit plein de sujets comme ça qui je pense peuvent intéresser plein de créatifs. Donc voilà, j'ai envie de développer ça sur tout 2021. Ok. Alors, il y a une question, donc la dernière question qu'on pose à tous les invités. Ouais. C'est la question si tu avais un side project à faire avec un outil no-code. Alors pour toi, ça serait side project quasiment. Mais je sais pas si tu as une idée comme ça, un peu créative, justement, de quelque chose que tu feras pas forcément, mais tu vois, que tu ferais. Un side project que je ferais avec un truc no-code. Avec des outils, ouais. Et ben,
Bah, le truc, c'est que je vais le faire. Mais C'est pas grave. je vais lancer un espèce de concept de boutique, un espèce de swag shop où les gens peuvent acheter des sweatshirts, mais ça va être un truc un peu collaboratif où en fait t'uploades un design et je le retravaille après. Et puis, enfin, ça va être un truc un peu collaboratif comme ça et tout dans Webflow e-commerce. Et du coup là, il y aura un peu de Zapier. Donc il y a ça. Ok, pas mal. Sinon, ah non, mais là, ça, je viens de le finir. J'ai fait une web radio dans Webflow. Et ça, c'était vraiment marrant à faire. Ah, pas mal. C'est sur la page d'accueil, non, de. Ouais, ouais. Super. Effectivement, j'ai vu. Je suis aussi vraiment, c'est vraiment diversifié. Tu vois ce que tu proposes. Ouais. Ouais. Ok, super. Eh ben, écoute, on ira regarder ça. Dernière chose, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu es actif sur les réseaux, tout ça, pour les gens? Et ben, pour voir un petit peu la machine de création, enfin, de quelles idées j'expérimente, c'est juste Twitter. Donc, c'est creative underscore, comment on dit, Ben? ouais, Ben, Creative Ben. Ou Super Créative, le compte Twitter. Après, juste être sur le site, j'envoie une newsletter tous les mois où je partage les nouvelles ressources. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que c'est les deux. Ok, bah écoute, c'est super. En tout cas, le site est super beau. J'aime beaucoup. Je suis encore rebaladé dessus tout à l'heure et vraiment, je pense que c'est ça illustre vraiment parfaitement un peu tout ce dont tu nous as parlé. Donc, je pense que c'est un bon endroit aussi pour les gens pour continuer à en savoir plus sur toi et ce que tu fais. Cool, merci. Et bah écoute, merci beaucoup pour ce temps et tout ce partage. Et puis à très bientôt. Yes. Salut. Ciao. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.